Eh bien, bonjour à toutes. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette nouvelle thématique Women Action. L'objectif de ces thématiques, je vous le rappelle, eh bien, c'est de donner la parole à des femmes inspirantes, des femmes qui osent passer à l'action et qui souhaitent partager leurs expériences, quelles qu'elles soient, nous communiquer leurs passions et puis, bien sûr, nous donner des clés d'évolution. Et aujourd'hui, eh bien, je suis vraiment très, très heureuse de recevoir Charlotte de Silguy. Et je peux vous dire par expérience qu'en termes de clés, eh bien, Charlotte a un trousseau extrêmement fourni. Et évidemment que la thématique du jour ne suffira pas à pouvoir toutes les avoir, mais bien sûr, l'objectif est que nous puissions en avoir un aperçu pour aller plus loin par la suite. Alors Charlotte, merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis en préambule, je te propose de te présenter. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Merci à toi Marie de ton invitation. Alors me présenter, j'aime bien me présenter par ce qui m'anime, pas par ce que j'ai fait, mais par ce qui me porte en fait dans la vie. Et alors moi j'adore décrypter les mystères. Et parmi les mystères, pour moi les plus grands, outre celui de la vie lui-même, c'était pourquoi il y a des épreuves dans la vie. Je trouvais que c'était très, très bizarre, même quand j'étais très petite. Pourquoi il y a des drames, pourquoi il y a des tracas. Et donc, pour me présenter, j'ai envie de dire, je veux percer les mystères des épreuves. Pourquoi il y a des épreuves. Et cette quête a porté des fruits, puisqu'elle était tellement forte, cette quête de comprendre les épreuves qui faisaient que la vie n'avait pas de sens, en fait. Hein. Derrière ça, c'est comprendre le sens de la vie. Bien, qui je suis, c'est aujourd'hui, j'accompagne des personnes à identifier le sens de leur vie grâce à une méthode que j'ai eu le bonheur de créer, mais j'ai été très, on va dire, inspirée pour la créer, d'une part par mes parcours de vie, mes propres épreuves, et aussi par d'invisible, d'inspiration. Voilà, donc je suis coach, superviseur de coach, j'accompagne des dirigeants, des coachs, et qui veut à identifier le sens de sa vie par le décryptage de ce qui l'importune. On peut dire aussi dans le sens inverse. J'aide à identifier le sens de ce qui pose problème pour en faire, ou pour y voir plutôt des opportunités de transformation, et on va peut-être développer ça dans un instant. Voilà, je suis une alchimiste en fait, sans fausse modestie. Je transforme ce qui plombe en or grâce à cette méthode puisée dans les sagesses anciennes et en particulier dans le taoïsme. Oui, alors effectivement, tu vas nous décrypter, nous détailler un petit peu tout ça. Ce qui a résonné lors de nos échanges précédents, eh bien, effectivement, c'est ta proposition de transformer ce qui nous plombe en or. Hein, donc, effectivement, la quête de l'alchimiste, euh, on la reconnaît. Euh, et moi, ça a particulièrement résonné par rapport à la communauté des femmes qui entreprennent, qui gravitent autour de Women Actions. Et c'est vrai que quand on entreprend, les défis, ça n'est pas ce qui manque. Les crises non plus, qu'elles soient intérieures ou liées à la conjoncture, à nos activités. Et il est fondamental de pouvoir avoir des éléments pour à la fois les décrypter et puis les sublimer. Hein. Il ne s'agit pas juste de les mettre de côté, bien évidemment, ça on sait que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne un temps. Et c'est en cela que je trouvais que ta proposition était plus qu'intéressante, passionnante. Et comment on peut capitaliser, parce que ça c'est un mot d'entrepreneur, comment je capitalise sur un défi qui va me permettre d'avancer. Donc, il y a quelque chose, peut-être si je fais un petit flashback, à toi de me dire si le mot est juste. J'ai été marquée par le premier ouvrage, le titre du premier ouvrage que tu as publié, l'effet chrysalide. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette chrysalide, dans ce processus?
Euh, la chrysalide, c'est un vrai clin d'œil, hein, à qui je suis pour plusieurs raisons. Mais j'ai compris que le sens de ma propre vie et de ma contribution au monde à moi, c'était d'être présente pour favoriser les métamorphoses. Métamorphoses symboliques, hein, de l'ombre à la lumière, les métamorphoses, les transitions, les changements de vie, etc. Chrysalide, c'est aussi un clin d'œil à mon grand-père qui était collectionneur de papillons. Et c'est aussi un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, à mon chevalier, mon compagnon, qui, un jour, en lisant cet ouvrage, m'a dit, mais en fait, ça me fait penser à une chrysalide. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire l'anagramme, mais au même moment, j'étais en train de faire l'anagramme de mon nom, de m'amuser avec les anagrammes, parce que j'aime bien jouer avec les mots. Et l'anagramme de mon nom, c'est Elle goûte chrysalide. Incroyable. Alors là, j'ai vu, comme j'adore les signes, les synchronicités, je me suis dit, OK, je prends la balle au bon, c'est ça, hein, je prends le flux qui vient. Là, c'était un flux lumineux. On parlera tout à l'heure des flux ombrageux, mais qu'on peut aussi en faire de la lumière. Et donc, cet ouvrage qui portait un titre complètement différent est devenu L'effet chrysalide, le clin d'œil à l'effet papillon, pour montrer que, ben, en fait, les crises, à cette époque-là, quand j'ai écrit le livre, c'était un concept, c'était pas encore la méthode. Aujourd'hui, il y a une vraie méthode. C'était vraiment le concept de voyons la crise comme une chrysalide, parce que la crise est le prélude à l'envol du papillon, et il y a déjà les couleurs des ailes du papillon, même biologiquement, hein, ce qu'on appelle les cellules imaginales, dans le corps du papillon, qui ensuite deviennent beaucoup plus nombreuses et se transforment en aile et donc en papillon. Voilà, c'est vraiment le symbole de la métamorphose. On dit que la vie est impermanence, comme le disent la tradition asiatique, mais là, c'est plus que l'impermanence. La vie, c'est vraiment une série de changements et de mutations, et que souvent, les mutations sont associées à quelque chose de douloureux. Or, il y a une manière de les voir et de les prendre qui va faire qu'on va en faire quelque chose d'heureux, hein, de même de fructueux, fructueux. Les métamorphoses, c'est intrinsèque à la vie, de toute façon. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Voilà, donc c'est un peu tout ce symbole de, de papillon et d'envol aussi, hein, ce qui va parler à ton réseau de femmes, parce qu'on n'est pas là pour rester à terre et s'embêter et faire que tout est lourd, etc. On est vraiment là pour prendre un essor, s'épanouir. C'est vrai aussi pour les hommes, bien sûr, hein, mais c'est aussi particulièrement vrai pour les femmes, cet envol, cet épanouissement. Oui, c'est vrai, je te rejoins à 100%. À un moment donné, on sent hein, comme un appel, on a besoin d'être, voilà, d'entrer dans une posture particulière et puis comme d'ouvrir ses ailes pour s'élancer et on a beaucoup d'énergie au service de cette dynamique dans le féminin d'ailleurs. Mmh. On en parlait juste avant. C'est vrai que pour reprendre le titre de ta thématique, transformer ces crises et ces défis en opportunités finalement, hein, c'est ce que tu proposes. Euh, alors qu'on a souvent tendance à les voir sous le prisme de la crispation. Ouais. Hein, on nous a appris à. Moi, je sais que j'ai un mentor qui me disait voilà, tu courbes le dos et puis tu attends que ça passe, et quand la vague est passée, ben, tu ressors la tête. Et toi, pas du tout. Enfin, en tout cas, ce que j'en comprends, il y a vraiment une prise en main de la situation. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu Oui, ben, comment? bien sûr, bon, on est là pour ça, hein, même si j'en parlerai plus longuement dans cette conférence à Nantes le 2 mars, mais on va quand même en parler. En fait, n'occultons pas qu'il y a crispation. C'est pas que ça, mais il y a crispation. J'aime bien prendre la métaphore du fumier. Objectivement, ça pue, c'est pas agréable. On va pas le nier, parce que le nier, ça serait justement louper des opportunités aussi. Donc, objectivement, quand il y a du popo qui arrive, du fumier, ben, ça sent mauvais. Mais le truc, c'est aussi de le voir comme un engrais, comme un fertilisant sur lequel est censé pousser des fleurs. Et de voir la dynamique de l'enchaînement des situations.
Et la méthode que je vais décrire très simplement là et que je décrirai plus tard, pendant cette conférence notamment, que je partagerai, c'est vraiment l'idée de voir les choses en dynamique et c'est encore plus grand que nos épreuves nous rendent plus forts. On peut le voir comme ça. On peut le voir aussi, nos épreuves nous font prendre des bifurcations, que ce soit un accident, un deuil, un licenciement, même une maladie. Hein. On a vu des changements chez certaines femmes après une maladie grave comme un cancer, de se réveiller, de voir quelles étaient vraiment les priorités et de créer des bifurcations dans leur vie. Ça, c'est on va dire, des changements salutaires grâce à des épreuves et on peut le voir comme ça. La chance que j'ai eue, c'est de vraiment créer un modèle, quasiment un modèle mathématique, alors qu'on est quand même sur de la matière humaine, hein, sur des choses parfois même très intangibles, hein, parce que dans les épreuves, il y a des épreuves factuelles, des épreuves relationnelles, puis il y a des épreuves qui ne sont que dans le ressenti, même s'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, la méthode a consisté à décrypter le sens de la crise qui arrive parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est que quelque part, sans culpabiliser, une part de nous a induit ça, nous l'est envoyé et comme un message qui a quelque chose à nous dire sur nous-mêmes, comme un ajustement à opérer pour être dans notre véritable valeur ajoutée au monde. Alors, ça fait appel, possiblement, mais pas nécessairement, à des appels à, comment dire, à quelque chose de l'ordre de la transcendance. On peut voir les choses d'une manière assez mathématique et logique. J'ai un embêtement, c'est venu pour me dire quelque chose, je le décrypte, et j'en dirai plus tard, le teasing, j'en dirai plus tout à l'heure sur la méthode, mais je décrypte le message et ça m'invite à créer un mouvement, un ajustement, une petite métamorphose, une petite transformation pour être davantage dans mon axe. Dans ma compréhension du sens des épreuves, dans les sages essentiels, les épreuves, elles sont là pour ça, pour nous demander d'opérer un mouvement spécifique et il y a une manière de le décoder. En gros, je vais quand même reprendre un exemple très métaphorique que j'aime bien prendre. Voyez-le vraiment comme un exemple métaphorique. Si j'ai une difficulté en lien avec la liberté ou la privation de liberté, c'est possiblement que j'ai en moi quelque chose qui fait obstacle à la liberté. Ce quelque chose qui fait obstacle à la liberté qui est en moi, c'est pas de ma faute. C'est peut-être de mon fait parce que je me suis petite imprégnée d'une culture, de croyances, d'une éducation parentale et peut-être environnementale ou religieuse, sociale, qui fait que je m'empêche d'être totalement libre. Et donc, ça vient de moi. Et si j'ai cette blessure-là, c'est pour mieux m'inviter à aller oser œuvrer à l'opposé de la blessure, quelque part, que je rayonne et qui se manifeste autour de moi. Si je ne suis pas claire, Marie, tu me Écoute, demandes. pour moi, c'est très clair. Ok. Et donc, en fait, nos événements extérieurs, comme le disent dans les sagesses anciennes, sont un miroir de notre microcosme. Hein. Le macrocosme est le reflet de notre microcosme. Et si dans mon microcosme, il y a des dissonances, des disharmonies, elles vont refléter dans ce monde pour mieux que je les vois. Et ces dissonances-là, elles sont là pour que je les transmette. Et donc, si je prends cet exemple métaphorique, par exemple, du froid, si je suis embêtée avec le froid aujourd'hui dans ma vie, c'est pour mieux me dire que j'ai une blessure de froid à l'intérieur de moi, dont je me suis imprégnée quand j'étais petite, dans mon enfance, par la culture dont j'ai été imprégnée petite, mais ça peut être aussi le transgénérationnel. Hein. Quelquefois, on s'imprègne de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, par des énergies qui sont là en présence et par la mémoire transgénérationnelle qui s'imprime dans notre bio-organisme, dans nos cellules qui sont transmises par les gamètes, en plus d'être transmis par, on va dire, un mimétisme culturel ou émotionnel. Et ce froid, il est là pour me doter de talents particuliers, d'aptitudes, de caractéristiques, d'une couleur particulière et des quêtes. Et les quêtes, elles sont pour partie à l'opposé de de la couleur de la blessure. Donc, si j'ai une blessure de froid,
c'est que c'est pour m'inviter quelque part, ou ça va, en tout cas, ça va me créer en réaction des quêtes en lien avec la notion de chaleur, quelle que soit la forme que prend la chaleur. Voilà, c'est ça le truc un peu mathématique. Après, si je me suis imprégnée de la blessure, de l'abandon, qui va rayonner encore et encore et qui crée des répétitions dans ma vie sous forme de peur d'être abandonnée, par exemple, ou d'abandonnement réel, factuel, c'est là pour, quelque part, me dire que j'ai cette blessure que je dois transmuter dans son opposé lumineux. Donc on peut prendre l'abandon, on peut prendre l'injustice, on peut prendre la trahison, on peut prendre la faillite, on peut prendre le mensonge, on peut prendre que sais-je. Mmh. Donc je n'en donne là qu'une partie parce que c'est un petit peu plus subtil que ça. Mais voilà pour on va dire, l'aspect, j'aime bien appeler, logique et chronologique. J'ai un Ouais. problème, c'est que j'ai une blessure en moi qui rayonne, quelque chose comme ça et qui induit ça. Donc on en prend la responsabilité, pas la culpabilité. On le prend, on se dit: «OK, c'est une opportunité de voir que j'ai en moi ça et ça veut dire que j'ai en moi, en potentialité, des talents qui demandent à se développer en lien avec l'opposé de ce qui crée la souffrance». Ça, c'est la manière logique. Donc, finalement, ça nous invite, immédiatement, quand on est face à une crise, ou quand on est dans l'adversité, à ne pas se complaire ou à ne pas verser dans un statut de victime, déjà. Donc tu parlais de responsabilité, quand on entreprend, la responsabilité, on aime ça et et on doit la prendre en permanence, et dans notre vie personnelle aussi évidemment. Mais on a plutôt, parfois c'est pas évident, on a quand même facilement tendance à trouver des excuses finalement, à l'extérieur et toi tu dis: «Nous sommes responsables, donc nous devons prendre notre Oui, responsabilité». oui, et ce qui se passe quand on assume la responsabilité de ce qui nous arrive peut être extrêmement puissant. Parce que si c'est toujours la faute des autres, c'est vrai que c'est facile et puis c'est un peu comme ça qu'on est éduqué, hein. Si le monde va pas bien, bah oui, c'est à cause des cons. En gros, je la fais très courte. Ils sont partout, hein, ils savent pas faire, ils font mal, ils font de travers, ou ils sont méchants, ou ils nous ont pas compris, voilà. Je connais bien, hein, j'ai été un Calimero pendant très longtemps, pour ceux qui sont de ma génération. C'est vraiment trop injuste, j'ai vraiment pas de chance, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et j'ai régulièrement des exemples pour moi, parce qu'il m'arrive aussi parfois d'avoir encore tendance à ça. «Zut, j'ai vraiment pas de chance». Voilà. Bah, à partir du moment où on prend la responsabilité de ce qui nous arrive, c'est déjà un pas phénoménal qui peut se produire. «Ah, j'ai ça, en quoi j'induis?» Ça, c'est la première chose. Mais après, si j'ai ça, c'est que j'ai en moi quelque chose qui fait poids et qui est pas encore transmuté dans ses couleurs, dans les potentialités que c'est censé donner, pour que je sois dans ma vraie valeur ajoutée au monde. Et donc, ça, c'est la première chose et tu as raison de le mentionner, c'est hyper important. Ça permet de sortir du statut de victime parce que si on vibre: «Je suis une victime», on va rayonner: «Je suis une victime» et on va avoir des raisons en permanence, en boucle, des répétitions de logique de se sentir victime. Mais oui, l'énergie nous donne raison dans ce que dans ce que l'on émet, consciemment ou pas Ouais, d'ailleurs, hein. ouais. Est-ce que tu m'autorises, Marie, à aller un cran plus loin dans, la profondeur de ce que je propose avec un soupçon de transcendance, de spiritualité? Allons-y, tu parles à la bonne personne. Parce que ce que j'ai recueilli dans les textes sacrés, alors quand je dis textes sacrés anciens, je parle du taoïsme, je parle de la Bible, je parle des sagesses hébreux, je parle du bouddhisme, je parle des runes, je parle des sagesses amérindiennes, je parle des sagesses dogon, je parle des grands mythes grecs. Donc un Tout ce certain qui nombre constitue l'humanité finalement, des différentes depuis qu'on cultures en du a la monde, trace, hein. voilà, qu'on retrouve aussi dans le soufisme. Donc dans les grandes religions, il y a des points communs. Et donc je ne vais pas rentrer dedans, je le décris abondamment dans mon deuxième livre, là, «Transmuter ce qui vous plombe en trésor». Mais pour moi, c'est vraiment important parce que ça a été un apport tellement précieux que j'ai à cœur de le partager. Par le prisme qui était le mien, évidemment, parce qu'il y a plein de manières de regarder toutes ces religions et tous ces textes sacrés du monde, qui pour partie ont d'ailleurs été pervertis au service de certains pouvoirs. Mais si on prend la substantifique molle initiale, la beauté dit quoi? La beauté dit que la lumière initiale, la lumière originelle, cherche à faire une expérience dans la matière, pour se connaître et se reconnaître.
Et la lumière pour les scientifiques, parce que c'est tout ça ce que je propose dans ma méthodologie, elle a été corroborée et validée même par un physicien quantique, enfin par la physique quantique. La lumière pour les physiciens, pour les scientifiques, on va l'appeler matière. Lumière et antimatière et lumière matière. Et la lumière pour les philosophes, ou si on a cette fibre un peu de sagesse, de spiritualité, on va appeler ça ombre, dans tous les sens du mot ombre, qu'on appelle physique ou spirituel. Et donc, dans ce que j'ai compris des sagesses anciennes et qui faisait vraiment sens pour moi, c'est que cette grande lumière se subdivise en des milliers de petites étincelles de lumière qui sont venues faire une expérience différente chacune, comme la lumière se diffracte en plusieurs couleurs pour faire un arc-en-ciel, et les différentes couleurs forment la lumière globale. On fait une expérience dans la matière, grâce à des ombres. Et comme c'est dit de façon très explicite dans le taoïsme, une âme va choisir ses parents pour se doter d'outils par rapport à son mandat céleste, par rapport à son choix d'incarnation, c'est-à-dire son désir d'expérimentation. Et pour ça, il y a nécessité de se doter donc de talents et d'aptitudes et de quêtes, surtout très particulières. Et ces quêtes vont naître des ombres. Pour prendre un exemple un peu plus concret, mais qui rejoint celui de tout à l'heure, si je suis venue pour œuvrer la notion de libération ou de liberté, eh bien, il faut que je veuille de façon extrêmement forte œuvrer à ça. Et pour avoir un désir ardent d'œuvrer à ça, ça signifie que je ne l'ai pas déjà. Et donc, pour pouvoir œuvrer à quelque chose, il faut que je passe d'abord par un prisme inverse. Donc, alors là, en l'occurrence, peut-être une sorte d'enfermement, ou en tout cas de la non-liberté. Oui. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on comprend aussi que nos contrariétés, je pourrais faire le prisme avec la physique quantique, parce que nos énergies se rayonnent, comme je le disais tout à l'heure, mais nos contrariétés initiales, nos dissonances initiales, elles sont là pour être transmutées vers des talents et des moteurs, des quêtes qui correspondent à la destinée, notre valeur ajoutée au monde, ce qu'on est venu, qui va nous mettre en harmonie avec nous-mêmes et donc nous propulser vers notre domaine d'accomplissement, notre domaine de puissance, notre domaine d'excellence, notre domaine de plaisir, notre domaine d'abondance, quand on y est. Et quand on n'y est pas, eh bien, l'univers, par notre entremise, en fait, par le rayonnement qu'on induit, va rayonner des événements qu'on va appeler des grands méchants loups, et qui viennent nous rappeler qu'on n'est pas exactement dans notre axe ou que c'est l'heure de bouger d'axe, parce que tout est juste, donc, mais ça, on doit passer peut-être certaines étapes. Et que si on n'écoute pas ces messages de notre cœur, de notre âme, eh bien, on va être un peu embarrassé par des contrariétés, parfois très dures, qui viennent nous bousculer pour qu'on crache notre Valda, pour que c'est vraiment l'épreuve au sens sportif du terme. Satan, en hébreu, c'est celui qui met à l'épreuve. C'est pas un vilain diable avec des cornes qui veut notre mal. C'est quelqu'un qui nous met des contrariétés pour qu'on accouche de soi. Ouais. Voilà, donc vas-y. On peut souvent remarquer que voilà, quand on a quelque chose qui nous chahute un peu, qu'on ne veut pas écouter, mais ça revient comme par vagues de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on se fasse submerger, comme si la vie nous disait, bon, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour que tu puisses regarder, écouter et agir hein, d'une certaine façon. Ce que je trouve extrêmement enthousiasmant par rapport à ce que tu nous livres, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Tout est au service, finalement, si je résume, tout est au service de cette évolution et en regardant, donc en prenant la responsabilité de regarder nos parts d'ombre, c'est ce qui va être le révélateur, un petit peu comme une pellicule argentique de nos talents et de nos dons. L'épreuve au sens photographique du terme, l'épreuve négative, ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est pas culturel, hein, je le conçois, hein, c'est pour ça que on n'est pas habitué, notamment en Occident, à envisager que nos crises, y ait de l'or dedans.
parce qu'on ne l'a pas appris. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas appris que c'est pas vrai. Et l'ensemble des textes le disent, et même les contes pour enfants le disent, et même les blockbusters américains le disent. Quand on décrypte, par exemple, des Star Wars ou des Superman sous un certain prisme, il y a un message subliminal qui est tes épreuves fait de toi le héros de ta vie. Mhm. Hein, et on retrouve ça dans les mythes grecs, on retrouve ça dans même La Belle au bois dormant, Cendrillon. Alors c'est très enrobé pour être fait pour les enfants, mais il y a des messages extrêmement puissants derrière des belles allégories à descendre. On renaît le phénix et la beauté, mais il faut aller descendre justement en soi. Comme le disent les alchimistes, hein, avec cette, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, mais c'est vraiment le principe des alchimistes, parce que la transmutation du plomb en or, qui peut être quelque chose de réel, factuel, physique, elle ne se fait pas comme ça, elle se fait en miroir d'une transformation intérieure, de notre plomb intérieur, qui est là, non pas pour nous alourdir, mais pour devenir léger. Léger comme de la lumière, hein, quelque part. Et donc, il y a un moyen, et j'ai eu la chance de rencontrer le chemin de ces grands sages, qui, un peu comme un puzzle, hein, j'ai raccommodé des fils, euh, qui disent qu'il y a une méthode, quelque part, d'alchimiste, de taoïste, pour transformer nos épreuves en opportunités. Et donc, l'idée, premièrement, tu l'as très bien vu tout à l'heure, c'est OK, il y a ça qui m'arrive, qui est dur. Alors, quelquefois, sur le moment, c'est pas forcément évident d'y aller parce que, oups, l'émotion, si l'émotion est là, c'est pas évident de regarder tout de suite, mais on attend un peu et on va voir ce que ça a à nous dire. Et le but du jeu, c'est de dire, OK, j'ai ça en moi comme énergie. OK, qu'est-ce que ça sous-entend que j'ai comme moi, comme fibre très forte et comme aptitudes qui sont insuffisamment exploitées dans ma vie. Et si je regarde ça, si je l'explore, et si j'ose les expérimenter et y aller, me mettre en mouvement vers ces talents-là, à ce moment-là, je vais vers ma valeur ajoutée au de mon domaine de puissance et d'excellence. Et c'est là que la bascule se fait et qu'il y a un double effet qui se coule, si je peux dire, c'est que, étant donné que nos épreuves, elles sont là justement pour nous donner l'élan de faire un pas vers qui on est vraiment au fond de nous-mêmes. Quand on y va, non seulement on est dans la fluidité, dans l'harmonie, dans quelque chose qui correspond à notre lumière, et en plus, le bug, il disparaît, puisqu'il était là pour nous donner le message. C'est un peu ce que sous-entend la tradition hawaïenne, Ho'oponopono. Mhm. Si tu la connais, peut-être tout le monde ne la connaît pas. En deux mots, la tradition Ho'oponopono, elle consiste à faire une prière pour remercier l'ennemi ou, alors c'est plus vaste que ça, hein, je réduis à ça, ou l'ennemi qui nous importune. Cette tradition-là considère que un dysfonctionnement ou un ennemi ou quelque chose qui va perturber la vie, un dysfonctionnement extérieur est le miroir d'un dysfonctionnement intérieur. Hein. Comme le dit Hermès Trismégiste dans ses philosophies sumériennes et égyptiennes de la table d'émeraude, qui est la plus ancienne des sagesses. On voit ça partout, enfin dans plusieurs sagesses. Le monde extérieur est le reflet de soi. Et donc, cette tradition dit, cette difficulté, elle est l'opportunité de voir en moi une dissonance pour que je puisse grandir en conscience. Et donc, l'ennemi, je ne vais pas lui taper dessus, je ne vais pas taper le messager. L'ennemi, je le remercie et je l'honore parce qu'il est venu me montrer quelque chose qui était en souffrance en moi pour mieux l'enlever, et plus que l'enlever d'ailleurs, pour le transmuter et pour grandir en conscience par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète Terre. Oui, c'est vraiment le révélateur qui Exactement. active en fait. Et tu vois, ça me fait penser à un principe que l'on trouve dans la nature, qui est la collaboration. La collaboration entre les espèces et non pas la lutte et la confrontation finalement. Et c'est vrai que même si une espèce est là pour servir de garde-manger à une autre, par exemple, tout ça a un rôle. Et c'est ce qui donne sens à cette présence. C'est vrai que on a souvent
Alors, tu vas pouvoir nous le dire, je ne sais pas si c'est en lien avec notre ego, notre façon de fonctionner intellectuellement, mais on a souvent tendance à vouloir botter en touche, on l'a dit tout à l'heure, ou regarder ailleurs finalement, parce que la plupart du temps, euh, on ne se sent pas capable d'effectuer soi-même cette transmutation. C'est comme si on avait besoin de l'ascendant des autres voilà, on est souvent un peu, et c'est ce qui nous fige. Euh, alors comment on devient notre propre clé Mhm. d'évolution, parce que c'est quand même pas, ça paraît Ouais, quand même pas si simple. ouais, ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que ça m'évoque 2 points super importants. D'une part, l'attitude à adopter quand la contrariété ou la grosse tuile arrive. Et d'autre part, et c'est bizarrement, c'est effectivement corrélé, comment oser aller vers soi sans peur du qu'en dira-t-on quelque part, parce que l'idée c'est d'assumer une singularité qui potentiellement est très différente, voire radicalement différente, puisque même opposée au moule familial et donc quelque part à l'image qu'on se fait des autres. Donc sur le premier sujet, effectivement, on a tendance soit à nier, soit à pas voir, soit à combattre ce qui nous fait mal. Et j'ai envie de donner là la métaphore qui m'a beaucoup touchée quand je faisais mes études aux langues orientales. J'apprenais le chinois, je fais des études de sinologie. Et c'est l'image du combat de boxe versus le kung-fu. En Occident, quand quelque chose ne nous convient pas, ou quand quelqu'un ne nous convient pas, on s'affronte. On affronte le truc, on lui oppose une résistance. Et plus on lui oppose une résistance, plus on lui donne une présence quelque part. Oui. Et en plus, on se fait mal, hein, si on se cogne. Enfin, un risque qu'on se fasse mal. On repousse l'adversité, ce qui est légitime. Hein, comme tout à l'heure, le popo qui pue, a priori, j'en veux pas, j'ai tendance à le repousser. La tradition taoïste chinoise, vous savez, le kung-fu, il y a une énergie adverse, ok, je la prends et j'en fais une puissance personnelle. C'est un peu cette dynamique-là que j'ai envie de proposer. Et même si on ne sait pas transmuter, le message central que j'ai envie de partager, c'est regardez vos emmerdes avec un œil nouveau. Voyez-les, même si vous ne savez pas le décrypter, voyez-les comme du terreau, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Donc, premier élément de réponse, ce qui ne va pas, on le regarde avec intérêt et on ne va pas le fuir ni le combattre. Même si ça fait mal, on le prend. C'est un peu ce que disait peut-être Jésus, tendez la joue gauche, hein, pour mieux comprendre ce que l'ennemi a à vous dire. Il a quelque chose de vraiment intéressant à vous raconter. Ensuite, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, une fois qu'on a compris et qu'il nous est demandé d'ajuster quelque chose lié à des blessures et d'aller à l'opposé de certaines croyances, c'est effectivement pas toujours simple parce qu'il y a des phénomènes inconscients, des phénomènes émotionnels qui viennent se greffer dessus et qui correspondent à des blocages et des difficultés d'aller de l'avant, de franchir certains abysses. Mon interprétation, vous ferez vos propres recherches et il y en a possiblement d'autres qui viennent se greffer là-dessus, c'est que notre inconscient, une part de nous, par mesure de sécurité, a tendance à préférer ce qu'il connaît, quitte à ce que ça fasse mal. Parce que ce qu'on connaît, ça sécurise. Même si ça fait mal, au moins ça, je connais. Plutôt que ce qu'on ne connaît pas, parce que ça fait peur. En fait, une part de nous, très, très reptilienne, hein, très archaïque, préfère le connu, qui fait mal, à l'inconnu qui fait peur. On préfère avoir mal que peur. Et donc, à partir du moment où on préfère avoir mal que peur, eh bien, se répètent des situations connues. Qui font mal à chaque fois. Voilà, je pense que ça va parler à certaines d'entre vous. C'est un peu, bien sûr, comme un air de déjà-vu, là. Toujours la même chose. C'est ça. Bon, à un moment donné, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est vraiment moi ça? Non,
j'induis. Et donc, le but du jeu, c'est je décrypte ça, je mets des mots sur des mots pour mieux le transmuter. Le transmuter va consister à identifier des aptitudes et des quêtes qui sont confinées souvent à l'intérieur de nous parce que justement, on a peur d'y aller. Et ce qui fait peur, c'est la sensation plus ou moins consciente, parfois elle est très consciente, parfois elle ne l'est pas, d'être déloyale au moule qui nous a conçus. Alors même qu'on doit aller à l'opposé de ce moule pour certaines parties de choses. Parce que si je suis venue pour œuvrer à la liberté, il faut que je passe par la case mensonge, pardon, à la vérité. Il faut que je passe par la case mensonge au départ. Si je suis encore environnée de mensonges, bizarrement, c'est que je n'ai pas transmuté en moi toutes mes blessures liées au mensonge et que je préfère rester dans le mensonge parce que c'est ce qui j'ai été imprégnée de ça, en gros, quand j'étais petit. Et donc, j'ai la croyance subliminale que c'est ma zone de confort et donc de sécurité. Donc, je reçois, ou j'émets même peut-être, pourquoi pas, encore et encore, du mensonge, alors que j'ai quelque chose à en faire dans ces différentes versions opposées et lumineuses. Donc, pas de... Ne vous flagellez pas si vous avez du mal à aller vers vous-même, parce que c'est logique. Après, il y a plein de techniques pour casser les croyances qui nous empêchent. On appelle ça couper le cordon, hein, pour parler vulgairement. Ouais. Encore faut-il savoir exactement où couper. Dans les traditions judéo-chrétiennes et mythiques grecques, on dit, et c'est très allégorique, qu'il faut tuer père et mère, hein, c'est un peu Édipe quelque part aussi. Évidemment, c'est très symbolique. C'est tuer, éradiquer de nous ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, parce que ça correspond aux carcans parentaux qu'on est venu chercher, mais comme un moule. Donc, par définition, le moule, c'est l'exact opposé du gâteau. Donc, on doit se démouler. Si on ne se démoule pas, on a loupé quelque chose. Donc, on doit à un moment donné dire non, ça ne correspond pas et oser aller vers ce qui nous correspond. Et finalement, ce dont tu parles, ça m'évoque vraiment ces ressentis intérieurs profondément intuitifs, qu'on est appelé à quelque chose. euh, et ça, on ne le découvre pas qu'à l'âge adulte ou à l'âge de la maturité. On a des élans comme ça, finalement, tout au long de sa vie, Oui. à partir du début, oui, de l'âge adulte, où on sent qu'on aimerait bien, on aspire à, et puis il y a comme un couvercle parfois qui peut venir nous plomber et nous couper de ces aspirations-là. Et on se rend compte, c'est vrai qu'on est entouré, je pense que c'est ton cas aussi, de beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui, justement, à une période où on se sent plus fort, plus armé, avec de l'expérience, eh bien, on s'autorise à aller vers cette aspiration originelle. Il y a énormément de gens C'est ça. qui suivent cet appel. Donc ça fait aussi partie de la transcendance dont tu parles. Complètement. Complètement. Et j'ai envie de te partager un exemple là, très récent d'un dirigeant que j'ai accompagné qui m'a vraiment beaucoup touchée à plus d'un titre. Et en gros, il dirige une entreprise qui est une entreprise familiale de la troisième génération. Et en fait, il n'est pas bien en ce moment parce qu'il n'ose pas faire un certain nombre de pas et de choses et de transformations dans sa vie. Et il se sent appelé ailleurs. Et en fait, il y a en lui un interdit qui est que tu n'as pas le droit, en gros, d'arrêter la boîte familiale. C'est tout simple, hein. Parce que tu dois honorer la mémoire familiale et en plus, tu ne dois pas réussir mieux qu'eux. Mmh. Donc, non seulement il a ce poids de cette boîte qui ne lui correspond pas, ou plus, on va dire, Mmh. et en plus de ça, quitte à changer, faut pas qu'il fasse mieux que... Oui, donc là, la loyauté, elle est vraiment écrasante, hein. Voilà. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que là, on peut le voir comme un terme générique pour chacune d'entre nous, oser ne se libérer de ces poids-là. Mais pour lui, c'était tellement énorme qu'il a en lui une énergie de dingue pour accompagner d'autres à se libérer des poids familiaux. Et il est en train d'opérer une reconversion, et notamment auprès des chefs d'entreprise, pour oser se libérer des contraintes et des poids transgénérationnels pour aller de l'avant. Mmh.
Donc non seulement pour lui, il nous excusera s'il se reconnaît de parler de lui sans qu'il soit présent, non seulement pour lui, finalement, il est amené à, à prendre en main sa propre existence. Et en plus, il y a une mission plus grande que lui qui l'attend suite Exactement, à l'éclosion de sa chrysalide, en fait. Hein. Et c'est ce qui nous exactement. pousse là. Exactement. Ce qui est légitime, en fait, parce que quand on a traversé une épreuve, et c'est ce que j'aime bien dire, parce que une bonne partie des personnes que j'accompagne sont, comme par hasard, des accompagnants. Et donc, quand on a traversé une épreuve, il y a une part de nous qui peut avoir envie de servir d'inspirateur à des personnes qui traversent des choses analogues. C'est ce qu'a dit une femme très intéressante qui s'appelle Karen Berg, qui est une des premières femmes à avoir étudié la Kabbale, donc cette tradition hébreu, juive. Elle a dit, quand on comprend que les épreuves qu'on a traversées sont susceptibles d'aider des personnes en situation similaire, alors la souffrance devient un cadeau. Et je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'ai voulu mourir, tellement je ne comprenais pas le sens de la vie et tellement je trouvais que la vie était dure. Et j'ai été confrontée à la mort à plusieurs reprises par des décès autour de moi, mais parce que moi-même, j'ai été victime de 2 tentatives d'assassinat, c'est ce que je raconte dans mon premier livre, qui m'ont confrontée à la mort. Et les conséquences ont été tellement belles, bon, je ne vais pas les décrire ici parce que c'est un petit peu long, mais en gros, parmi les conséquences, j'ai pris conscience que qui j'étais, c'était sortir de la mort et surtout identifier le sens de ma vie, qui était aider les autres à comprendre le sens de la leur. Et pour ça, il a fallu que je passe par la vie n'a pas de sens, pour pouvoir aller vers le sens de la mienne très fort, de façon éperdue, pour pouvoir aujourd'hui accompagner des personnes à trouver le sens de leur Oui. propre existence. Alors écoute, ce qui me vient spontanément, c'est de dire, est-ce qu'on est obligé de souffrir et de traverser cette densité de souffrance pour pouvoir accéder à la suite? Parce que c'est quand même un peu effrayant. Alors, je ne suis pas un modèle et je conseille à personne d'être victime d'une tentative d'assassinat Bien pour sûr. trouver le sens de sa vie. Hein. Moi, c'était assez spectaculaire et c'était pas marrant non plus, mais voilà. C'est une question à laquelle il est assez délicat de répondre et il m'est arrivé qu'on me reproche de faire l'apologie des ombres et des souffrances pour trouver sa lumière. Je ne fais pas ça. Mon propos, c'est de dire il y a des ombres et des lumières. Il y a des lumières et inspirons-nous-en directement dans la nature et heureusement, même ce qui nous est légué par nos ancêtres, il y a ombre et lumière. Mon propos, c'est de dire ne fuyons pas les ombres. Et parce que dedans, il y a de la lumière, si on sait la regarder d'une certaine manière. Et cette lumière, elle peut être extrêmement puissante conjuguée à l'autre lumière. Mhm. Quelque part, c'est le yin et le yang. Hein, c'est la lumière du haut et la lumière du bas. Euh, Maintenant, est-ce qu'il faut obligatoirement de la souffrance pour être dans son domaine d'accomplissement? Je ne suis pas sûre d'avoir envie de répondre à cette question. J'ai juste envie de dire, s'il y a de la souffrance, transmutons-la. N'allons pas forcément nous l'infliger exprès, hein. Bien sûr. Mais encore une fois, il y a des pépites directement dans la nature et aujourd'hui, ça va très vite. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, de prendre la métaphore de l'alarme qui nous embête là dans la voiture aujourd'hui quand on met pas sa ceinture de sécurité. Il nous est Mhm. demandé de mettre une ceinture. Bon, on va dire que c'est la loi universelle, même si elle nous peut plaire aujourd'hui. Voyez juste l'exemple métaphorique. Si on ne met pas la ceinture, dans les secondes qui suivent, il va y avoir une gentille petite musique, une gentille petite alarme pour nous le rappeler. Et si on ne le fait pas, là, ça sonne de plus en plus fort et ça commence à être entêtant et énervant. Je pense que la vie, c'est un peu pareil. On a plein d'indices autour de nous qui créent des petites perturbations pas graves, des petits embêtements, des choses qui ne sont pas fluides. Il est intéressant de décrypter. Si on ne le fait pas, si on ne veut pas voir le signe, à ce moment-là, les embêtements deviennent plus forts. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être une faillite, ça peut être ce qu'on veut, des problèmes juridiques avec la concurrence quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais tout ça, on va le voir justement comme étant les alarmes qui viennent nous révéler, nous donner le message de l'ajustement qu'on a à opérer.
Oui, alors c'est vrai que, et puis on acquiert quand même une capacité à être agile au fil du temps et à repérer ces petites alertes dont tu parles. Euh, il y a aussi il y a aussi le fait que nous n'avons pas tous le même chemin de vie, bien sûr, et, euh, et, et que on est, selon eh bien, nos expériences et puis nos avancées, amenés à vivre des choses qui ne sont pas identiques les uns les autres. Donc oui, effectivement, on ne va pas dresser l'apologie de l'ombre, c'est pas tellement ça, mais moi, en tout cas, l'encouragement que je vois dans ce que tu proposes et dans cette façon que tu as d'amener les choses, c'est que tout amène le positif. Donc, donc c'est vraiment oui, c'est vraiment un encouragement à aller de l'avant et à ne pas se décourager lorsqu'on a une épreuve, un défi à surmonter. Et comme on l'a dit en introduction, c'est vrai que quand on entreprend des défis, il y en a beaucoup à relever. Donc, Ouais, c'est un peu ce que disent les sagesses anciennes. En gros, moi je le dis d'une manière très profane, c'est en fait à tous les coups on gagne. À condition d'être dans cette posture de regarder les choses autrement. Parce que la lumière, c'est elle qu'on voit les ombres pour faire l'expérience d'elle-même. C'est nous qui nous envoyons nos propres ombres. Donc c'est la lumière qui est maîtresse de la partie, qui est maître du jeu. Donc, de toute façon, c'est la lumière qui gagne à la fin. C'est comme si la vie, en fait, c'était un jeu de loi avec des petites épreuves, là, des petits séphirotes dans la cabane, des jalons, et qu'on a, ben voilà, comme un parcours d'obstacles en sport ou au cheval. On va passer cet obstacle-là parce qu'il va nous donner une couleur particulière qui correspond. Mais il faut passer par ce prisme-là. Et donc, changer de regard. Moi, j'ai envie avant même que les personnes aillent plus loin ou pas derrière, celles qui vont regarder la vidéo, là, si vous nous regardez, quelle que soit votre envie d'aller plus loin derrière ce que je propose, moi, mon message, la contribution que j'ai envie de vous apporter, contribution que j'espère lumineuse, c'est juste, déjà, simplement, de changer de regard quand vous avez une contrariété. Et de la regarder autrement, comme si c'était un messager, certes contrariant, mais qui a une pépite à l'intérieur, un peu comme une huître, qui serait un peu rebutant au premier abord, mais que derrière, il y a un cadeau. C'est juste que pour l'instant, vous ne savez pas le décrypter, mais qu'il y a forcément quelque chose de merveilleux pour vous derrière. Rien que cette posture-là, c'est une posture énergétique qui peut faire beaucoup, beaucoup la différence dans votre vie et la fluidité et dans votre propre accomplissement. et quand on pose finalement l'intention, bien souvent, on a la réponse. Oui, c'est pas Quand on forcément, pose, ouais, elle peut prendre plein de formes, cette réponse, hein. Ça peut être un symbole, ou ça peut être une clé, ou ça peut être une rencontre, ou ça peut être un truc qu'on trouve par hasard sur internet, ça peut être plein de choses. Donc pas d'idées préconçues sur la forme que ça va prendre, mais c'est comme tout est énergie, hein, c'est très bien mis en valeur par les physiciens quantiques. Comme tout est énergie, si on vibre autre chose qu'une énergie ombre, par exemple, la frustration ou la colère, mais qu'on vibre l'ouverture, eh bien, un rideau va se déchirer pour nous ouvrir et nous montrer une clé, vraisemblablement. Après, on peut aussi utiliser la méthode que décrit dans mon livre pour aller plus loin. Et si on est impatient pour voir tout de suite l'or qui est issu de cette contrariété-là. alors voilà, c'est comme on arrive au terme de cette rencontre, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que tout ça, on le retrouve dans ton ouvrage en accéléré, parce que je sais que tu formes aussi des personnes Oui, à prendre en main la méthode. oui, donc ça, c'est mon dernier livre, hein, Donc transformer ce qui vous plombe en trésor. ouais, que j'ai la chance de voir passer par Frédéric Lenoir, si vous le connaissez. Tout à Donc, fait. pardon, du coup, j'écoutais pas ta question, excuse-moi. Donc finalement, la synthèse de cette méthode, on peut la retrouver Ah dans oui, ton ouvrage. Et alors, puis, c'est plus que la synthèse, hein, parce que là, je vous ai décrit un bout, mais c'est beaucoup plus approfondi. J'ai pas tout dit là parce qu'on n'a pas le temps et tout ça, mais dans le livre, il y a beaucoup plus de choses avec plein d'exemples théoriques
ou réelles, parce que comme j'accompagne des gens, j'ai plein de matières de bien sûr. transformation jolies qui se sont opérées. Donc, Et puis on est sur un processus, donc ça demande de laisser reposer, de reprendre, j'imagine, même si c'est passionnant, on a envie de tout dévorer, et en même temps, voilà, il y a des seuils. Donc, avoir ce guide via ton ouvrage, c'est super précieux. Et, et donc, tu formes aussi à la méthode. Donc, à qui est destinée cette formation? alors, j'ai deux formations différentes. J'ai une formation qui est faite pour les coachs et les accompagnants pour ben, se former à cette méthode-là, parce qu'il y a une vraie méthode derrière. Hein, Donc, le coaching alchimique. voilà. Je forme des coachs et des accompagnants pour qu'elles puissent accompagner des personnes à leur tour à transformer les pépins en pépites. Et puis, j'ai une autre formation qui n'est pas forcément faite pour les coachs et les accompagnants, pour les personnes qui veulent vraiment approfondir et s'exercer à utiliser la méthode pour eux-mêmes, hein, pour leur propre vie, quoi. Mhm. Éventuellement pour leurs proches, mais en tout cas déjà pour soi. Et alors, le 2 mars à Nantes, tu proposes une conférence. Donc, j'invite évidemment toutes les Nantaises et les Nantais, puisque ça n'est pas exclusivement féminin, à s'y rendre. Et donc, cette conférence, elle va être un petit peu plus riche que notre échange d'aujourd'hui, Oui, j'imagine. on va aller un petit peu plus loin. Et puis, moi, j'aime bien faire des conférences expérientielles. Donc, pour faire goûter. Alors évidemment, c'est une conférence qui va durer 1 heure et demie avec une expérience d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, ça va être quand même très petit comme expérience. C'est juste pour y goûter, hein, pour s'y initier. Et puis, j'en profiterai pour dédicacer mon livre pour les personnes qui le souhaitent. Mais oui, on va rentrer davantage dans le contenu précis de cette méthodologie, parce que c'en est une, et j'aime bien le dire, parce que c'est dans le domaine du développement de l'être. Souvent, des choses sont un peu floues et je préjuge pas que c'est pas bien. Simplement, moi, par rapport à qui je suis, j'ai besoin d'avoir quelque chose de carré, de cadré, même si on a affaire à de la matière humaine, de l'émotionnel, voire quelque chose de très spirituel. C'est la vertu, pour moi, de l'abus d'autorité. Hein, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais j'en parlerai pendant la conférence, mais il y a une vertu aussi à nos blessures, et on va aller chercher la vertu. Hein, parmi les choses que j'ai vécues, pas en très grave, mais suffisamment fortes pour pouvoir que ça me blesse, c'est l'ultra-autorité, on va dire, des autorités un peu abusives. Mhm. Et donc, la vertu de ça, c'est poser des cadres, faire des méthodos, être un peu carré dans la façon dont on avance dans la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas, moi j'ai besoin de ça. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir le cadre. Moi, en tout cas, il y a une vraie méthodologie, une vraie recette derrière. Voilà. Et c'est avec cette recette que je forme les personnes qui en ont envie. Donc, de toute façon, je mettrai le lien vers ton site, hein, de façon à ce Si que tu veux, avec plaisir. voilà, les personnes puissent retrouver toutes ces informations en direct avec toi. Et puis, j'ai envie de te poser une petite question subsidiaire, décalée, en Vas-y. guise de conclusion. Comment ton intuition ou est venue se poser par rapport à ce processus? Alors peut-être sur un moment de ta vie où on parlait tout à l'heure voilà, d'information énergétique, on parlait de conscience, conscience supérieure. Est-ce que il y a quelque chose, il y a un moment où tu as senti que cette part intuitive te parlait plus qu'à un autre moment? Elle est chouette, ta question. Je ne sais pas si je sais situer ça. Je pense que ça a été assez régulier, et c'est ça que j'appelle le mariage alchimique du yin et du yang, hein, de l'action et de la... Alors, il y a la réflexion, l'action, mais il y avait autre chose aussi. Il y avait un supplémentaire. C'est ce que je disais un peu dans l'introduction tout à l'heure, c'est que j'ai eu la chance d'être guidée. Et j'ai l'impression que c'était à- en mémoire de cette sentence, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, il y a eu une fibre en moi pour un espèce d'élan pour créer un atelier
liées à des demandes. En fait, quand j'ai fait ma première conférence, je raconte ça dans le livre, j'ai été très, très étonnée. Ma première conférence dédicace en 2014, j'ai été très, très étonnée parce que les gens étaient très intéressés par ce que je disais alors que j'avais peur que ça rebute. En gros, vos merdes sont les clés de votre destinée, quoi, un truc comme ça. Et les gens sont venus me demander si je faisais des accompagnements pour les aider. J'ai dit non, non, moi je ne fais pas ça. Puis j'ai refusé 3 fois comme ça. Et puis à la 3e fois, j'y ai vu un signe. Et donc, je me suis dit, OK, je vais concevoir un prototype d'atelier pour accompagner des gens. Et je l'ai fait avec que des cautions, des psys, des machins, des accompagnants déjà éprouvés, diplômés, tout ça. Et c'est en concevant en 2015 ces ateliers que le puzzle, c'est de toutes les pièces que j'étais allée chercher dans le monde entier, au bout du monde, dans toutes les formations, les stages, j'avais des bouts partout, toutes les pièces du puzzle, paf, elles se sont condensées pour me télécharger. Alors là, c'était l'intuition parce que j'en avais des frissons partout et je me disais oh, et ça, c'était pas moi, c'était pas mon ego, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était trop intelligent pour que ce soit moi. Tu vois ce que je veux dire? C'était trop une évidence, trop brillant, trop. J'avais juste Une été. impulsion plus grande. Voilà, Non, c'est j'avais vraiment juste été ça. chercher les morceaux et il y a une énergie qui était là, qui les a mis dans le bon ordre. Et j'avais plus qu'à écrire. C'était wouh, comme ça. Donc c'est C'est comme l'écriture Isis. inspirée. Tu sais, c'est Isis aussi. Tu vois, on rassemble ce qui est épars, on rassemble tout, c'est pas quoi en faire. Puis pouf, à un moment donné, ça se cristallise. Comme en chimie, tu te souviens de tes cours de chimie, hein, il y a un précipité qui se fait dans le bac, il ne Ouais. se passe rien du tout. On rajoute de l'acide, du machin, du truc, il ne se passe rien. Puis à un moment donné, tu rajoutes une goutte d'un catalyseur et voilà. Et là, toi, tu l'appelles intuition, on peut l'appeler connexion, on peut l'appeler cohérence d'énergie, alignement, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui n'était pas moi qui m'aidait. Mhm. Pas mon conscient, du moins, pas mon ego. Magnifique. Bien, écoute, vraiment merci infiniment Charlotte pour ce généreux partage qui ne va pas manquer de nous inspirer. Et puis, le rendez-vous est pris donc pour le 2 mars à Nantes et plus si affinité. Donc, toutes les infos vous seront transmises, soit dans la newsletter ou au gré des différents posts sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez donc retrouver Charlotte par ailleurs. Merci beaucoup Merci à toi, et Marie, je de vous ton embrasse, je invitation. t'embrasse Avec et plaisir, à moi très aussi. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.